Good evening, Clarice. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. May I see your credentials? Aujourd'hui, on parle de la franchise Hannibal. I've read the case files, have you? Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and nice Chianti. Bonne écoute. Bienvenue à Florence, en Italie. Aujourd'hui, on parle de Hannibal, sorti en 2001 et réalisé par Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Frankie Faison, Giancarlo Giannini, Francesco Neri et Gary Oldman. Je suis Mathieu et je songe sérieusement à manger ce micro. Mal au ventre, par contre. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de Hannibal, basés sur le personnage de Hannibal Lecter. Troisième épisode aujourd'hui, où ce qu'on fait le deuxième film de la partie franchise de tout ça. Dans le fond, on est plusieurs années après le succès du film là, du Silence des agneaux. Bien sûr, on avait eu là, le film là, de Le Sixième Sens là, en 1986 là, avec William Peterson, mais ça c'était un flop et finalement, ben, c'est ça, le film de Silence des agneaux a été un succès, 5 Oscars. Pendant plusieurs années, ben, on était certain que le réalisateur Anthony Hopkins et Julianne Moore allaient revenir comme trio triomphant pour faire la suite. L'auteur du livre, Thomas Harris, suite au succès du film, bien sûr, il avait comme pas le choix de faire une suite au livre. T'sais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que chaque film a été fait sans savoir que le prochain livre allait être écrit. Manhunter / Dragon Rouge, dans le fond, avait été en 86. On a écrit le livre là, de Silence des agneaux, je pense, en 89. Le film de Silence des agneaux est sorti en 91. Éventuellement, le film de Hannibal est sorti en 98-99, quelque chose de même. Et finalement, ben, on a fait le film à la suite de ça. Puis ça va être pareil pour le prochain épisode dans la rétrospective et pour l'instant, le dernier épisode, Hannibal Rising, qui va être fait à la suite du film aujourd'hui. Fait que tout est peut-être forcé par le système. On peut peut-être dire que c'est le côté on fait la suite à cause du succès de l'autre. Puis est-ce qu'il va avoir vraiment une influence du film? On va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Avec le succès là, du film original, le film de Silence des agneaux. Je mets la parenthèse tout de suite que j'ai fait, là, même que j'ai fait la franchise là, des Seigneurs des Anneaux. Ça se peut qu'accidentellement je dise Seigneur des Anneaux, vraiment accidentellement. Si je le dis trop vite, je m'en rendrai pas compte. Je mets tout de suite la mise en garde en ce moment. Mais je pense que je m'en ai éclairé assez bien, là, je pense, en tout cas, pour l'instant. Mais ça peut arriver. Mais puis aussi l'autre mise en garde, ben, si je parle franchise, je parle Seigneur des Anneaux. Je viens de le faire. Silence des Agneaux. Le film d'aujourd'hui, Hannibal Rising, puis Red Dragon. Dans le fond, ça c'est franchise. Film à part, Manhunter. En tout cas, je fais juste séparer ça. Si des fois j'ai à le faire aujourd'hui, parler trop vite, je veux pas avoir trop à penser là-dessus. Fait que je vais parler peut-être plus vite, puis je vous fais la mise en garde tout de suite. Mais c'est ça, fait que on a écrit le livre. Éventuellement, le réalisateur là, de Silence des agneaux arrive et dit qu'en lisant le livre, ou tu sais, je pense que c'était plus la manière que c'est écrit, en tout cas dans ce que j'ai comme note, ben c'est pas nécessairement le livre, là, c'est je veux dire comme un résumé là, du livre, puis que dans le fond, il était pas trop sûr qu'il voulait vraiment que l'histoire aille dans cette direction-là.
Fait que il s'est désisté. Dans le fond, Jonathan Demme, c'était pas pour lui. Il voyait pas vraiment la tournure là, du personnage là, de Jodie Foster. On va en parler parce que même si le film suit quand même assez près, là, comme Le Silence des Agneaux, puis même Dragon Rouge, Manhunter, le film suit quand même le livre là, dans sa voie narrative pour la générale, mais il y a une très grosse différence à la fin. On va en parler. Quelque chose que je n'étais pas vraiment au courant. Je pense que j'avais déjà vu, là, mais en tout cas, je vais en parler quand on va être rendu là, dans le scénario. Puis en bout de ligne, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est de désister. Jodie Foster, éventuellement, elle aussi, elle va se désister en citant qu'elle a réalisé un film par la suite de tout ça, là, avec un film avec Claire Danes qui s'appelle Flora Plum, qu'elle voulait réaliser. Fait qu'elle a assez désisté. En tout cas, c'était sa raison. En même temps, ben, c'est ça, à l'époque, c'était un peu peut-être aussi là, la manière de la tournure avec Jonathan Demme, tout ça. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être, on peut regarder ça dans tous les sens. Alors, il fallait trouver là, quelqu'un à la barre pour faire la suite du Silence des Agneaux. On s'est tourné vers Ridley Scott, que lui, il était en train de filmer le film Gladiateur. Puis c'est ça, c'est pendant le tournage, parce que c'est un film qui était très bien reçu à l'époque, même on parle d'une suite là, prochainement. Puis c'est pour ça que dans le fond, on a beaucoup de l'équipage là, qui ont travaillé avec M. Scott. Qui vont apparaître là, dans le film, là, notamment la musique, le cinématographe, puis plusieurs autres personnes là, qui ont travaillé là, sur Gladiateur. Ridley Scott, c'est pas la première fois que j'en parle au podcast, bien sûr. Alien, le 8e passager, Prometheus, Alien, le Covenant, puis Blade Runner, bien sûr. Fait que c'est pas la première fois que j'en parle. Et c'est ça. Honnêtement, je vois pas vraiment beaucoup de similitudes avec les idées là, des autres films. Mais en tout cas, je veux dire, c'est lui qui est à la barre. Il est plus. Je dirais que j'ai vu quand même plusieurs films là, de Ridley Scott. Puis honnêtement, je pense qu'il est vraiment collé au film, là, plus avec sa structure de livre qui va avoir été écrit. Là. C'est pas le même écrivain que dans le premier film, M. Tarly, qui va retourner là, l'année suivante là, pour réécrire là, Dragon Rouge, que j'ai déjà couvert dans le premier épisode de cette rétrospective. Mais on va avoir pris l'écrivain du film, là, la liste de Schindler. Je pense que j'ai parlé là, il y a quelques semaines de la liste de Schindler. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas vu ce film-là. Fait que peut-être, ça fait plusieurs fois que ce film-là tombe sur le podcast pour X raisons. Fait que peut-être que ça voudrait dire qu'il faudrait que je couvre ce film-là et peut-être finalement le tuer. Mais c'est sûr, ça va être lui qui va écrire finalement le livre ou adapter le livre à l'écran. Puis c'est ça. Fait que le problème aussi, là, ben, c'est on avait le côté là, des acteurs, tout ça. Fait qu'éventuellement, là, M. Hopkins, lui, était toujours prêt d'embarquer à bord. Puis finalement, ben, on s'est ramassé à finalement faire le film. Alors, selon IMDb, le synopsis va comme suit. Vivant en exil, Hannibal Lecter tente de renouer des liens avec Clarice Starling, agent de la FBI, et se trouve une cible pour la vengeance d'une victime puissante. Fait que le film, aujourd'hui, va avoir quelques petites thématiques. Je pense que la plus grosse thématique va être la corruption. On va voir beaucoup de personnages qui semblent être quelque chose éventuellement. Ils vont être influencés, puis ils vont finalement changer de bord. Ils vont faire quelque chose, un chemin de non-retour.
On a le personnage là, de Crandler, là, joué par Ray Liotta, qui englobe là, toute la corruption en tant que telle, tout ce que des fois on peut penser là, des hauts gouvernements, n'importe quoi, des hauts placés que finalement ils sont corrompus, qui vont placer des évidences à des endroits, puis finalement faire tomber du monde. Ça, c'est je pense le summum de la corruption qu'on a, mais on a quand même comme le personnage là, de Patty, là, qui est joué là, par Giancarlo Giannini, que lui, dans le fond, c'est un simple policier qui fait son travail, tout va bien, qui essaie là, d'un peu de se démarquer, mais que tout d'un coup, il y a une opportunité de peut-être se faire un 3 millions de dollars pour arrondir ses fins de mois. Et que finalement, il va tout simplement, là, au lieu de faire son travail de policier, va décider là, d'essayer de courir après cette prime-là. Il y a comme le personnage de Barney aussi qui va faire un peu la même affaire que en bout de ligne, lui, il nettoyait la cellule là, de Hannibal. Et que finalement, quand le pénitencier ou l'hôpital a fermé, il a décidé là, de prendre des éléments dans la cellule de Hannibal et essayer de les revendre là, dans un marché. Et aussi même le personnage de Cordell, qui est aussi il y en a d'autres, là, mais c'est pas mal une grosse thématique là, pendant tout le film. Puis la plupart, vont avoir, pas toutes, mais beaucoup vont avoir quand même là, des résultats là, qui vont être fatals pour eux autres. Sinon, il y en a qui vont être oubliés. Peut-être déjà là, où il y a comme pas de conséquences pour certains, il y en a qui en ont. Ça démontre déjà qu'il y a peut-être des affaires qui ce n'est pas tout fermé là, à la toute fin du film. Mais en même temps, Barney, Cordell, c'est des personnages secondaires, puis que dans le fond, qui sont pas bien importants. Fait qu'on n'a peut-être pas besoin de suite avec eux autres. Mais ça montre quand même là, que des fois ça marche pas peut-être. Peut-être une autre grosse thématique aussi, une genre de romance improbable. C'est sûr qu'il y a comme quelque chose, une histoire de fond. Peut-être qu'il y a quelque chose, ou peut-être pas, entre Clarice et le docteur Hannibal. En tout cas, contrairement, je pense, au livre, c'est pas mal démontré quand même là, que dans le film, je pense que Clarice... en tout cas, c'est pas très clair s'il est charmé par lui ou pas. Ce qui est pas mal plus clair dans le livre, là, je vais en parler vraiment plus tard. Je suis désolé si je vous spoil le livre, mais si maintenant vous avez écouté le podcast là, depuis 5 ans, vous savez que souvent, à moins de vraiment là, un manque de temps ou quelque chose, je lis le livre souvent là, pour faire ma recherche pour le livre, pour essayer d'avoir le plus d'informations. Puis en même temps, je me retiens pas juste à une version Wikipédia. Là, je lis carrément version audio. Là, fait que bien sûr, j'ai fait ça pour embarquer. Mais en tout cas, peu importe. C'est fond de l'histoire. Est-ce qu'on a une histoire improbable qu'en bout de ligne, on doit juste partir les deux, chacun de leur côté. Alors, moi, le film, c'est naturellement, c'est pas la première fois que je l'écoute. Je ne crois pas l'avoir vu au cinéma. Je me le suis procuré là, en DVD là, en 2002, quelque chose en même. Là, en tout cas, quand il est sorti, je n'avais entendu parler à l'époque. J'avais juste pas eu le temps. Là, je travaillais avec quelqu'un. Dans le fond, je travaillais juste... je pense que j'en ai parlé. Là, il y a un temps, j'étais caroleur. Puis... je travaillais avec un monsieur, là, puis on était les deux dans le camion tout seul, tout ça, puis un bonsoir, il m'appelle, pas il m'appelle, mais il me parle de ça, là, il est allé voir le film, puis là, il me parle de quelqu'un qui s'est fait là, fouiller dans le cerveau, tout ça, quelque chose que là, tu sais, j'étais là comme, ça doit être cool comme film, tout ça, tu sais, en tout cas, tordu peut-être, mais je veux dire, c'est quelque chose que je voulais voir, finalement, tu sais, j'avais d'autres choses, et j'ai pas pu aller le voir, puis finalement, quand il est sorti là, en DVD, je me le suis procuré.
et ce que je viens de vous montrer. J'avais aussi là, le format là, Blu-ray là, que je vous montre en ce moment aussi. Que dans le fond, c'est vraiment très simple comme je veux dire, il y a le film dessus, puis c'est pas mal ça, il n'y a aucun bonus. Si vous voulez vous procurer là, ce coffret-là, là, des Hannibal Lecter Collection, là, qui a les 3 films, là, comme je parle les 3 dernières semaines, ben, il y a juste Le Silence des Agneaux qui a des bonus. Tout le reste, là, c'est juste le film, le strict minimum. Fait que je vous invite à trouver là, des versions sur Shout Factory ou trouver la version Blu-ray là, du DVD là, que j'ai. Parce que ça a été très pratique là, d'avoir encore mon DVD, dans le fond, là, pour voir quelques petites affaires que je me posais comme question, commentaires audio, puis aussi, dans le fond, certaines nuances avec le livre, pourquoi on a fait des choix, des affaires de même. Fait que je trouvais ça le fun quand même d'avoir gardé là, mon Blu-ray. Pour ça, puis pour les scènes supprimées et la fin alternative, fait que je vais parler là, quand on va être rendu à ce moment-là. Fait que le film qui commence, dans le fond, on ouvre avec une scène qui a été filmée pour un peu plus tard dans le film et que finalement, on a mis à l'ouverture. On a le personnage de Barney qui est pour en train de vendre le masque, le fameux masque de Gauler de Hannibal là, du premier film. Je pense que j'ai laissé un commentaire. Je ne sais pas si je m'étais rectifié dans le fond, dans Le Silence des Agneaux. Dans le fond, le masque qui est porté, c'est un masque de Gauler. Puis, tu sais, dans le fond, je ne l'avais pas vraiment remarqué. C'est en écoutant, je pense, le livre du Silence des Agneaux qui me parlait que c'était un masque. Puis là, je ne le comprenais pas tout à fait. Je trouvais ça. J'étais là, voyons, c'est pas un masque de Gauler. Puis là, bien sûr, je pensais à Jason, quelque chose de même. Puis là, je regarde le masque, puis c'est vraiment un masque de Gauler. C'est vraiment comme un masque pas loin de Jason, vraiment. C'est juste qu'on lui a coupé les yeux, dans le fond. Là. C'est vraiment sectionné comme masque, juste stylisé. Mais quelque chose que, dans le fond, qui a été écrit dans les pages de Thomas Harris, que j'ai trouvé quand même le fun, rendu là. C'était pas vraiment quelque chose qui avait été fait pour le livre. Peut-être que M. Harris avait vu, dans sa tête, il voyait ça différemment, mais ça vient quand même de les pages, là, c'était peut-être pas exactement courbé là, comme que ça l'est dans le film. Peut-être que c'est des choses qu'on se sert aussi là, pour des vraies personnes, là, des cannibales ou des gens là, qu'on veut les restreindre là, de côté mâchoire. Mais je trouve ça quand même intéressant que ça avait été écrit sur la page. C'est pas quelque chose qui a été inventé pour le livre, comme pour, mettons, le couteau de Rambo ou des affaires de même là, qui avaient été vraiment, qui ont été inventées, qui sont devenus des marques de commerce. Mais ça vient vraiment dans le livre. Je trouvais quand même ça le fun. Puis, est-ce que je me rectifie là, pour qu'est-ce que j'ai pu dire là, les dernières semaines, là, puis peut-être laisser ça banalement, je trouvais ça intéressant, dans le fond. Une fois que je m'en suis rendu compte. Le personnage de Mason Verger, joué par Gary Oldman, quand même intéressant d'avoir eu besoin de Gary Oldman. Tu sais, Gary Oldman, je l'ai couvert une couple de fois au podcast, bien sûr, comme dans Dracula. En tout cas, il y a plusieurs films qu'il a fait. C'est pas un acteur qui a peur de se faire maquiller, c'est ce que je me rends compte, là, plus ça va, justement, comme dans Dracula. Les nombres de fois qu'il a fait un président ou un personnage politique, j'en passe, je sais, j'ai vite de même, il me semble qu'il y a d'autres rôles là, qui s'est fait là, bien maquillé. Puis que je me dis, pourquoi qu'il n'est pas dans Star Trek? Mais ça, c'est mon côté Star Trek qui ressort. Mais je trouve ça quand même spécial qu'un acteur n'a vraiment pas peur là, des maquillages. Pas qu'ils doivent en avoir peur, mais éventuellement, souvent, les acteurs ils courent pas ça après un bout. Ils aiment ça, juste être les acteurs, juste utiliser leur vrai visage pour pouvoir exprimer leurs émotions. Le personnage de Verger, lui, c'est ça. Sous toutes les prothèses, dans le fond, parce qu'il a été défiguré, on va apprendre plus tard dans le film, qu'il a été... dans le fond, il a pris telle substance, je me rappelle pas quoi tout à fait, mais
que finalement, ben, il était dans un état second et que Hannibal, ben, va y avoir dit hey, mutile-toi donc la face juste pour le fun. Puis il va le faire, il va juste se couper avec un miroir cassé, puis finalement, ben. On va avoir collé son visage là, ben, avec des morceaux. Et finalement, ben, il va être complètement défiguré. Puis M. Oldman doit performer au travers de tous ces morceaux. C'est des morceaux de plastique. Là. C'est sûr qu'à quelque part, on voit qu'il y a ses lèvres en dessous. Mais c'est vraiment déstabilisant. J'écoutais le film là, initialement là, en 2002, quand, je veux dire, sur ma télé 21 pouces, télé cathodique, je voyais rien de ça. Il avait l'air vraiment défiguré. Je voyais pas du tout de Gary Oldman. Je ne vois pas vraiment de Gary Oldman, même en HD. Puis honnêtement, je sais pas si on avait vraiment besoin de Gary Oldman pour faire ce personnage-là. Qu'on aurait pu prendre. Bon, ok, peut-être que Gary Oldman n'est pas arrivé si dispendieux que ça. Puis ils se sont dit, bon, ben, on va pouvoir mettre enfin un nom qu'on reconnaît aussi. Là, parce que, tu sais, on a quand même un casting quand même assez reconnu, même du côté américain. C'est sûr que, dans le fond, comme dans le casting principal que j'ai nommé, il y a le détective là, Patty, que je connais pas vraiment, là, à part son rôle là, dans Casino Royale et Quantum of Solace, et sa femme, que je pense que j'ai vu dans quelque chose d'autre. Mais pour le restant, le Ray Liotta, le directeur Noonan, tous des acteurs que j'ai déjà vus auparavant. Puis, je veux dire, je pense qu'on voulait garder ça avec Gary Oldman aussi pour qu'on ait quand même là, des personnes qu'on connaît. C'est juste que là, dans son cas, on peut pas dire des visages qu'on connaît. Mais c'est ça, fait que le personnage de Barney, honnêtement, je pense que c'était la meilleure affaire. Si, mettons, on voulait mettre cette scène-là, c'est de la mettre au début, parce que plus tard dans le film, où ce que dans le fond il a parlé avec Clarice, puis que là, après ça, ben, il va vendre le masque. C'est... je sais pas, tu sais, c'est aussitôt qu'il s'est passé, tu sais, ça irait mal, je pense, avec après la rencontre avec Clarice. Ça devait être pendant qu'il amène les cochons sauvages à la maison là, de Verger. Ben, ça devait être là. Dans le fond, il devait croiser les cochons sauvages qui arrivent, dans le fond. Fait que ça aurait été quand même un bon bout après. Sinon, dans le livre, ben, ça arrive à la toute fin, rendu où ce qui va vendre le masque. C'est à la toute fin du livre. Je pense que c'est... dans le fond, il vend le masque à la sœur de Verger. Et c'est ça, dans le fond, c'est pas à Verger lui-même. Dans le livre, il y a beaucoup d'affaires qui vont suivre narrativement, puis beaucoup d'histoires, puis beaucoup de parties là, qui sont prises directement du livre. Sauf qu'on va avoir décidé de couper beaucoup de personnages quand même, puis ça commence là aussi, là, je viens de nommer là, la sœur de Mason Verger, qu'elle a fait une grosse partie, dans le fond, du livre, qui remplace, dans le fond, le personnage de Cordell. Cordell n'est pas nécessairement... Ben, tu sais, il n'est pas important dans le film, comme qu'il n'est pas vraiment important dans le livre, mais c'est pas mal elle qui va prendre tout, dans le fond, l'abus psychologique de Verger. Ben c'est elle qui va le prendre pas mal, puis éventuellement, ben c'est elle qui va avoir sa vengeance directe avec le personnage de Verger à la toute fin. Mais c'est ça, tu sais, là c'est pas Cheeseburger, Verger, en tout cas, je sais pas trop, là, mais en tout cas, je vais essayer d'être constant. Mais c'est ça, dans le fond, c'est juste une petite introduction. Et après ça, ben, on saute au générique avec tout qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Là, on se ramasse là, en Italie, voir ce qu'on a fait avec Hannibal là, entre-temps, là, depuis les 10 années du silence des agneaux.
7 dans le livre. Dans le fond, c'est le temps d'écriture, dans le fond, qu'on a changé ça, tout simplement. Il y a des affaires que je trouve... OK, bon, le film s'appelle Hannibal, c'est basé sur Hannibal Lecter, fait que, tu sais, dans le fond, il faut qu'il comme devienne notre personnage principal du film, ou vraiment juste que tout soit centré sur lui, pas nécessairement obligé d'être le personnage principal, mais... Tu sais, comme des choix où ce qu'on décide là, de mettre des pigeons tout dans la manière du visage là, d'Hannibal, c'est quelque chose qui m'a toujours... Ça m'a toujours chicoté. Je sais pas pourquoi en tant que tel, mais c'est comme je me dis, on essaie de trop mettre l'emphase sur le personnage. Tu sais, je le comprends pourquoi qu'on le fait, mais je sais pas pourquoi ça me chicote tout le temps cette image-là de la face d'Anthony Hopkins en pigeon. C'est juste parce que c'est comme dans la rue, peut-être, de même, puis c'est pas être plus réel, puis pourtant, tu sais, ça n'a pas de sens, là, que les pigeons, ils se disent, bon, ben, toi, recule de 2 pouces, moi, je vais me tasser un peu, tu sais, tout ça, tu sais. C'est juste dans ma tête, ça n'a pas de sens, mais à quelque part, c'est pas supposé, c'est juste un générique, ça, je le sais, là, je suis capable de le comprendre, mais cette affaire-là m'a toujours chicoté. Je sais pas pourquoi. Pendant ce temps-là, ben, on entend la musique très simpliste de M. Zimmer, le grand Hans Zimmer, qui est là aujourd'hui, qui était directement pris du film Gladiateur que le réalisateur venait de faire. Il va faire une trame sonore, comme j'ai dit, très simpliste. C'est souvent juste au piano. C'est très ambiant. Encore une fois, comme Silence des agneaux, c'est pas une trame sonore que j'écouterais. C'est pas vraiment dans mes cordes. C'est pas mauvais. Mais je pense que c'est ça, justement. On veut aller peut-être un petit peu dans le... pas dans le style, mais dans l'idée du Silence des agneaux. C'est juste ambiant, c'est peut-être intemporel, mais en même temps, il n'y a pas vraiment... Il y a une petite thématique au travers de la musique, mais c'est ça. C'est correct en tant que tel. C'est peut-être que je commence à vraiment être habitué. Moi, ce que j'aime de Hans Zimmer, c'est sûr que c'est son côté, son Hans Zimmer connu maintenant, avec... c'est comme tout sonne surproduit. C'est ça que j'aime de M. Zimmer. Mais là, c'est le fond de M. Zimmer. Qui est juste comme des petites mélodies au piano, mais c'est correct aussi. Là. Je veux dire, c'est un beau petit travail pareil qu'il a fait. Mais c'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'était la 4e collaboration qu'il y avait avec M. Scott, le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on saute, on est aux États-Unis où on est sur une investigation de l'équipe là, de Clarice Starling. Elle aussi, on va voir où est-ce qu'elle est rendue. Maintenant, où est-ce qu'elle est rendue avec un nouveau visage, avec une nouvelle couleur de cheveux, même où est-ce qu'elle est maintenant incarnée là, par l'actrice Julianne Moore. On avait pensé à plusieurs actrices avant Julianne Moore. Parce que Madame Foster, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, elle était en train là, de filmer un autre film là, ou de réaliser un autre film. Notamment, on avait pensé là, à l'actrice Cate Blanchett, Angelina Jolie, Gillian Anderson de X-Files, ensuite aussi Hilary Swank, Ashley Judd, Ellen Hunt. Toutes des actrices populaires du temps, mais c'est ça, finalement, on est tombé là, sur Julianne Moore, qui, selon Ridley Scott, c'était un choix parfait. Dans le fond, elle était tout le temps en haut de sa liste là, suite au non-retour là, de Jodie Foster. Parce qu'en bout de ligne, on avait vu beaucoup de façades à cette actrice-là. C'est vrai qu'elle a beaucoup là, un CV là, très, très varié. Elle a quand même du talent. La comparer directement avec Jodie Foster, c'est tellement un personnage qui est quand même assez différent parce que, dans le fond, on avait Clarice Starling qui commençait, qui était assez fragile avec Jodie Foster. Et que là, on est 10 ans plus tard, elle s'est fait une carapace, même si elle se fait malmener par le bureau tout le temps.
Puis que ça change beaucoup les choses. Dans le fond, qu'elle est rendue plus endurcie, mais qu'elle doit tout le temps comme se battre. C'est une genre de thématique qu'on continue un petit peu là, dans le film là, qu'on avait fait là, dans le premier film, mais qu'on continue quand même. Puis dans sa tournure, en 10 ans, on peut changer quand même beaucoup. On peut des fois rester pareil, mais on évolue. Puis je ne sais pas si Jodie Foster, elle aurait pu continuer dans ce film-là. Parce qu'on aurait voulu qu'elle reste peut-être le côté assez fragile qu'elle avait dans le premier film. Puis c'est là un petit peu, je ne suis pas nécessairement fâché qu'on aille recaster d'un côté là, à cause de ça, on aurait pu arriver aussi puis forcer Jodie Foster, arriver puis dire bon ben on met 10 millions de plus à la table pour qu'elle vienne, éventuellement elle va dire ben c'est beau, je vais venir, là, on va mettre mon film de côté puis je vais aller le faire, le maudit film, là, elle aurait pu faire ça. Mais je pense que, selon Ridley Scott ou Dino De Laurentiis, je ne sais pas quel des deux, je pense que c'est Laurentiis que lui avait les droits là, du personnage Hannibal, qu'il avait donné, dans le fond, là, il a dit faites ce que vous voulez avec le personnage. Moi, je veux dire, il sera pas rentable pour moi, fait que, je vous le donne pour faire un film, il n'y a aucun problème, sauf que là, bien sûr, le succès du Silence des Agneaux l'a comme forcé un petit peu à être un petit peu plus impliqué sur le personnage, fait qu'il était un peu plus impliqué. Puis pour lui, c'était rendu là, c'était comme au moins qu'il y ait un des deux entre Anthony Hopkins ou Jodie Foster qui reviennent. Je pense que le plus important, c'était que Hannibal lui-même revienne, là, Anthony Hopkins. Puis on est capable de quand même, au pire, recaster Jodie Foster dans le film. Je pense que c'était la seule manière. Je pense que si maintenant Jodie Foster aurait voulu revenir, mais qu'on aurait remplacé Anthony Hopkins, je ne pense pas qu'on pouvait faire ça. Dans ce sens-là, la seule personne qu'on pouvait recaster, c'était Jodie Foster. Mais c'est ça. Pour Julianne Moore, je pense pas l'avoir couvert au podcast. Vite de même, là, ça me dit rien, mais c'est possible. Il y a une chose qui va toujours, mais toujours m'agacer avec cette actrice-là, c'est quand elle va se mettre à pleurer. J'aime pas la manière. On dirait que dans quasiment chaque film que je l'ai vu, elle a toujours une scène qu'elle doit pleurer. Puis ils me font faire des grimaces un peu en voyant sa grimace qu'elle fait quand elle pleure. Ça change pas que c'est une bonne actrice, elle a une présence, elle va prendre le personnage là, de Clarice Starling, l'envoyer là, dans Soko aujourd'hui. Elle va l'envoyer dans une direction où ce que je sens, c'est quand même l'évolution du Silence des Agneaux, la manière qu'elle va l'apporter, mais qui est rendue beaucoup plus endurcie, puis que, à quelque part, est capable de prendre vraiment est capable de prendre sa place, puis elle n'a pas peur de répondre à ses supérieurs, puis elle est beaucoup plus confiante. Il y a une évolution à partir là, du personnage de Jodie Foster. Mais c'est ça, je suis certain que Madame Foster, elle aurait pris le rôle, puis elle aurait continué, puis je sais pas par contre si mettons on n'aurait pas voulu qu'elle soit peut-être plus simpliste comme qu'elle était dans le premier film. Puis je dis pas ça là, dans un sens négatif, je vais plus là, dans un côté un petit peu plus réservé, peut-être plus comme elle était, plus comme j'ai dit là, peut-être un petit peu plus vulnérable là, comme dans le Silence des Agneaux. Puis que là, qu'on essaie de plus qu'on a les mêmes acteurs, qu'on essaie de rester fidèle à comment il était 10 ans avant, mais on a avancé, on est 10 ans plus tard, c'est ça la clé, la différence là, dans tout ça. Fait que finalement, c'est ça, dans le fond, l'opération tourne mal. C'est pas à cause de Clarice, c'est dans le fond, il y a plusieurs policiers là-dedans, puis il y en a un qui il a une grosse tête égocentrique, puis
Quand ils se rendent compte qu'il y a trop de personnes sur place, c'est peut-être dangereux dans le fond là, parce que là, dans le fond, ils sont dans un marketplace où dans le fond, il y a plein de commerçants, il y a plein de civils, puis que dans le fond, il y a trop de monde impliqué que finalement, ben, ça peut virer au chaos et qu'il pourrait y avoir là, des personnes blessées qui n'ont pas besoin qui n'ont pas rapport à ça. Excusez-moi. Mais c'est ça, fait que il y en a un qui arrive et qui dit ben non, tu sais, on y va quand même, là, puis on essaie là, de régler là, le problème. Là, c'est des contrebandiers, là, des dealers de drogue. Puis en tout cas, je ne me rappelle pas exactement pourquoi, là, mais c'est juste dans le fond pour nous mettre en place. Qu'en bout de ligne, ben, même si il y a un officier qui est descendu, ben, je sais pas. Il n'y a personne qui a entendu, je sais pas, c'est pas enregistré. Je sais pas, à quelque part dans l'opération. Tout le monde se retourne contre Clarice. Clarice, elle doit se défendre. Ses dirigeants ben, sont là comme c'est elle qui vise. C'est elle qui est responsable, mais à quelque part, elle dit clairement que on avorte la mission, mais c'est ça, tout vire au chaos une fois qu'un des bandits, on va dire, là, qui se rend compte qu'il y a de la police alentour puis qui se met à tirer. Là-dedans, ben, la tête, la chef bandit en bout de ligne, elle se fait tuer, puis elle a genre son bébé dans les bras. Puis c'est ça, à quelque part, ben, c'était juste pas très sécuritaire pour les gens alentours. Puis c'est elle qui est pointée du doigt. Dans le fond, ça c'est aussi rajouté à cause du personnage joué par Ray Liotta, le personnage de Paul Crandler. Ce personnage-là était joué par quelqu'un d'autre dans Le Silence des Agneaux. Je ne l'ai vraiment pas remarqué là, dans Le Silence des Agneaux, pour dire vraiment honnêtement. Je pense qu'il y avait genre une ligne ou deux, c'est tout. Là, il n'était pas important du tout. Mais c'est ça, dans le fond, il va avoir une très grosse importance dans le film et surtout dans le livre, il est vraiment encore plus présent, mais c'est essentiellement là, pas mal les scènes là, qui ont été remaniées là, dans le film. Ray Liotta, bien sûr, toujours un personnage. Il est mort, je pense, ça fait 1 an ou 2. Ce qui me frappe là, quand même en tant que tel, je veux dire, je pense qu'il avait 67 ans. Mais tu sais, reconnu là, pour beaucoup de films là, de gangsters. Là, je pense que le nom ne me revient pas, là, mais moi, étrangement, là, c'était pas je l'ai connu là, avec un film avec Kurt Russell et Madeleine Stowe là, de 1993, quelque chose de même, là, Unlawful Entry. Je pense que c'était la première fois que je l'avais vu au cinéparc là, avec le film de Alien 3 à l'époque. Mais c'est ça, tu sais. Dans le fond, Goodfellas, c'est le film que je cherchais tantôt. Je pense qui est un des films le plus connu. Dans le fond, c'est le film, je pense qu'il l'a mis là, sur qu'on connaît pas mal à partir de là. Film que je devrais couvrir éventuellement. Là. Ça serait peut-être un film qu'il faudrait que je revisite. Là. Un film que j'ai vu une fois, là, dans le fond, là, il y a quelques années, là, mais éventuellement, là, je pense qu'il va falloir que je mette ça là, dans mon horaire. Puis c'est ça, quelque part, c'est un acteur qui peut être tellement croche, tu sais, puis il peut faire tout, cet acteur-là. Je veux dire, autant qu'il peut paraître comme... il a comme un visage... ben, je veux dire, j'essaierais pas de prendre une entente avec lui. Rien contre lui personnellement, mais c'est juste que dans je pense les rôles que je l'ai vus, il y a toujours un côté où il y a une façade, puis il n'y a jamais quelque chose de correct en arrière. Il y a vraiment une corruption. Il pue la corruption, comme la thématique du film. Puis c'est ça, dans le fond, la générale là, des rôles que je l'ai vu dedans. Je crois que je l'ai vu une couple de fois là, en bon samaritain, là, mais c'est pas arrivé souvent, je pense. Mais c'est le genre d'acteur qui doit... peut-être qu'il est catalogué
mais qu'en même temps, il doit avoir un plaisir fou à faire ces genres de personnages-là. Puis là, ben, tu sais, en bout de ligne, qui est toujours en train de trouver des méthodes ridicules pour essayer là, de faire tomber Clarice Starling. En bout de ligne, lui, dans le fond, c'est un genre de manipulateur qui veut prendre le contrôle. Tu sais, je veux dire, dans le fond, il est très antiféministe. Là. Je veux dire, c'est clair que lui, il veut tout. Il peut probablement pas supporter que une femme est ben, qui est capable de faire le même travail que lui. Ça se voit qu'il n'est pas capable, puis en bout de ligne, ben, les femmes, pour monter pour lui, ben, doivent faire un tour dans son bureau. Puis en bout de ligne, ben, il ne prend pas le rejet là, que Clarice a déjà fait. Là, c'est pris carrément du livre, là, mot pour mot. Qu'une bonne soirée, Clarice, elle l'a retourné, elle dit retourne voir ta femme au lieu de venir me jaser un certain soir, tu sais. Mais c'est ça, quelque part, lui, en bout de ligne, puis tu sais, plus tard, c'est ça. Il arrive, il dit non, ça n'a aucun rapport avec ça, mais tu sais, si tu as un petit peu de temps pour aider à ta carrière, il n'y a pas de problème, on peut remettre ça à ce soir, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un personnage crasseux, vraiment là, un personnage qu'on aime détester. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, qu'en bout de ligne, là, qu'on sait qu'à la toute fin, il va finir là, dans l'assiette de Monsieur Lecteur. Fait que là, Clarice est, dans le fond, elle est sur la piste de Hannibal. Parce que dans le fond, il y a Mason Burger que lui va, dans le fond, il va comme essayer là, de faire une nouvelle piste. Dans le fond, là, il va sortir là, des rayons X pour montrer là, qu'il y a une piste là, pour Hannibal. Puis en bout de ligne, même si Clarice est réprimandée là, pour la situation du début, elle va être remise là, sur la piste. Fait que, tu sais, dans le fond, ça n'a pas servi à grand-chose, mais tu sais, c'était pour un peu nous montrer là, la situation là, au bureau. On avait le directeur, le Noonan, qui était là-dedans. Je ne sais pas si c'était un hommage. J'ai essayé de chercher si c'était pas un clin d'œil à Tom Noonan qui avait fait là, Hannibal là, dans le. Pas Hannibal, il avait fait Francis Dollar Hyde dans le film là, de Manhunter. Je ne sais pas si c'était juste un clin d'œil là, que Thomas Harris voulait faire. Dans le livre, on a Jack Crawford qui est lourd quand même. Il n'est pas beaucoup là dans le livre, mais il est encore vivant, contrairement à dans le film. Dans les scènes supprimées, on sait qu'il est mort, il était malade, puis que finalement il est mort. Ce qui explique pourquoi il n'est pas là dans le film. Mais pourquoi qu'on l'a pas, on n'a pas eu un caméo là, de Scott Glenn ou quelque chose de même. En tout cas, selon Ridley Scott, il se dit si mettons, pourquoi ils ont supprimé la scène puis qu'ils auraient pu le mettre. Si mettons, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le film, si mettons on laisse le nom là, de Jack Crawford. Pour que le monde ait le temps de se poser la question, c'est qui Jack Crawford, c'est important. Dans le fond, ça enlève la narrative du film. Puis je comprends pareil pourquoi que M. Scott, qu'est-ce qu'il pense, là, puis c'est tout à fait là, légitime comme réponse là, d'avoir enlevé ça. Mais au pire, ça aurait pu être mis en photo à quelque part là, sur un mur. Là. C'est cliché, mais on aurait pu arriver puis juste montrer ça. Mais on est 10 ans plus tard, on peut supposer tout de suite là, qu'elle a eu de l'avancement, elle n'est plus dans le même bureau, elle n'est plus à la même place, où M. Crawford est ailleurs, ou n'importe quoi. On peut supposer ça. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent arriver en 10 ans. Puis c'est ça, à quelque part, mais sauf que c'est ça a l'air qu'il est décédé.
C'est ça. Puis c'est ça, monsieur Scott, mais c'est ce qu'il dit, c'est que justement, si mettons on dit Scott Glenn, ben on va se rappeler, on va savoir c'est qui qu'on parle, mais si mettons on dit Jack Crawford, puis qu'on laisse le nom vite de même, on pourrait se dire que Puis tu sais, faut pas oublier qu'on n'est pas dans les mêmes temps. T'sais, on est en 2001 où on n'avait pas l'accès facile peut-être au premier film pour le réécouter rapidement. Même s'il avait été probablement vu par la plupart de l'auditoire qui écoutait le film, mais on n'a pas de streaming, on n'a pas tout le monde a accès au film, puis les sous-titres, c'est facile aujourd'hui d'avoir les sous-titres pour avoir les noms, tout ça. Dans ce temps-là, on n'avait pas ça. Fait que laisser un nom de même, puis qu'il n'y ait pas de suite, ben ça peut être ça peut être mélangeant pour l'auditoire. Fait que c'est correct, puis c'est quelque chose que j'ai pris, je crois bien là, à l'époque où je me suis même pas posé la question. C'est pas un personnage qui est comme assez important, même s'il aide à la narrative. Puis je l'ai étudié quand même dans les dernières semaines parce que il était dans tous les films que j'ai couverts, dans le fond. Il était à cause que j'ai couvert un peu en avance aussi, là, mais en bout de ligne, c'est comme un peu son histoire qui avance depuis, à part le film d'aujourd'hui, là, mais c'est ça, aujourd'hui, on l'a juste comme retiré. Mais c'est ça, fait que Clarice, c'est ça, dans le fond, est comme à cause de le Mersenberger, lui, qu'il a comme un peu de pouvoir, dans le fond, il est riche un peu, puis de pouvoir de côté politique, si on veut, réussi à, par le fait là, de comme Clarice, elle a un peu est comme ramenée puis pour être sur le dossier d'Hannibal, parce que lui, en bout de ligne, c'est ça, Mason, lui, il veut comme un peu sa vengeance en bout de ligne. Puis si, mettons, Hannibal a un lien avec quelqu'un, ben c'est avec Clarice. Comme par hasard, pendant ce temps-là, ben Lecter, que lui, il est en Italie, puis que dans le fond, il est en train de prendre la place à un. Dans le fond, lui, il travaille dans une genre de bibliothèque, puis dans le fond, il est comme un peu historien. Puis il a pris la place de quelqu'un. Est-ce que cette personne-là a été tuée par le lecteur ou cette personne-là est morte, puis Hannibal a pris la place? Je pense que c'est sous-entendu, mais c'est pas tout à fait certain. Il se fait connaître sous le nom là, du docteur Fell. À l'époque aussi, on avait un autre tueur sur place. Là. C'est plus expliqué dans le livre, là, mais je ne l'ai pas tout à fait. Je pense que j'avais confondu les deux totalement. Là. C'est M. Scott, là, en bout de ligne, qui me parlait là, dans le commentaire, là, qui me parlait, en tout cas, comme s'il me parle à moi. Là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on avait là, un personnage là, qui s'appelait Ilma Monstro, quelque chose de même, qui devait apparaître, mais finalement, on l'a coupé en bout de ligne. Je pensais que c'était la même affaire là, dans le livre. Là. Je n'avais pas tout à fait saisi. Mais c'est un personnage carrément séparé, un autre tueur en série qui pouvait peut-être brouiller là, la piste là, de Hannibal. Puis, on a carrément coupé ça. Hannibal, joué encore une fois par Anthony Hopkins, qui en bout de ligne, là, c'est sûr que je repense aussi à Dragon Rouge. Comment que il y a une différence 1 an plus tard qui va juste rejouer le même rôle, puis il va. Honnêtement, je trouve sa performance aujourd'hui est beaucoup plus solide que la version laissée aller là, dans Dragon Rouge. C'est sûr que je ne l'ai pas réécouté Dragon Rouge là, suite à mon écoute d'Hannibal, je veux dire. Mais je veux dire, je comprends ce que je voulais dire quand j'en ai parlé là, dans le podcast. Pareil que à l'époque, je le trouvais un petit peu différent puis trop relax, dans le fond, trop à l'aise dans ses bottines. Aujourd'hui, il est quand même un petit peu plus à l'aise. On voit qu'il a quand même eu beaucoup plus de temps dans le personnage. Je veux dire, il est, je veux dire, le personnage d'Hannibal, ça fait 10 ans qu'il est en liberté.
il est peut-être plus confiant de sa liberté, il est un petit peu moins sous stress. Il y a des affaires que je me pose comme question, par contre, en tant que personnage. C'est un docteur, c'est un malade, je veux dire, c'est un psychopathe, mais c'est-tu un agent secret? Ça, c'est ça que je vais me poser comme question, parce qu'en bout de ligne, il est capable de tout, je veux dire, il rentre dans des maisons sans se faire détecter, il change de pays sans se faire détecter. C'est vraiment, je veux dire, je ne serais pas surpris que d'un côté, là, on a appris que il travaillait avec James Bond, c'était l'agent 002 à quelque part, quelque chose de même. Ça serait pas quelque chose là que. Bon, non, c'est pas un Américain, justement. Fait que ça se peut. Tu sais, en tout cas, fait que. C'est ça que je me dis qui va me. Ça va juste me gratter un peu. Tout le temps. Là. Quand je dis gratter, ça fait juste me chicoter. C'est pas quelque chose qui vient m'agresser, qui va me tanner. Mais c'est tout le temps un petit quelque chose qui fait que je me dis, on veut juste comme montrer qu'il est là, c'est Hannibal, c'est le film de Hannibal. Hannibal est plus que qu'est-ce qu'il était dans le dernier film. Aujourd'hui, c'est juste Hannibal. Hannibal, on le met en cliché aujourd'hui, où ce que aussitôt qu'il y a quelqu'un, on voit une vieille vidéo que Clarisse elle écoute, qu'aussitôt qu'il y a 2 secondes, ben, il va sauter dans le visage de quelqu'un. On veut montrer qu'il est dangereux. OK, ça se peut que que c'est arrivé aussi, je veux dire, c'est un psychopathe. Mais en même temps, il est plus intelligent que ça. Il va se défendre n'importe quand. Oui, on l'appelle Hannibal le cannibale, mais c'est bizarre. J'ai jamais eu comme l'impression que c'est quelqu'un qui est juste comme qui va sortir comme un vampire. Puis c'est un peu la manière qu'on va l'apporter dans le film aujourd'hui, que c'est comme il veut juste ça, c'est comme il est rendu une version cliché de lui-même. Mais ça, je ne reprends pas ça contre l'acteur d'Anthony Hopkins. Je prends ça contre le script, puis même la manière qui est écrit dans le livre, qui est très similaire, qui est plus... il y a des affaires qui sont écrites carrément du livre aussi, qu'en bout de ligne, ils pensent juste comme à manger de la chair humaine. C'est quasiment ça. C'est pas ça que j'avais, en tout cas, personnellement, comme sentiment en voyant Hannibal dans le premier film. Je sens que, tu sais, c'est quelque chose qui est capable là, qui aime, qui va déguster des affaires de même, mais c'est pas... tu sais, il est capable d'avoir une tête sur les épaules. En tout cas, on s'entend, là, qui n'est pas nécessairement, là, justement, en train là, de tout le temps amener quelqu'un, là, tous les soirs, va sortir, puis qu'il va manger quelqu'un, tu sais, qu'il y a tout le temps quelqu'un là, dans son frigidaire, puis que quand il n'y a plus de partie là, dans son congélateur, ben tu sais qu'ils vont aller en prendre un autre. C'était pas ça que j'avais comme idée. Puis c'est ça qui apporte dans le film. Puis je me dis, bon, OK, c'est beau, il a vieilli aussi. Puis justement, en disant, c'est sûr que c'est toujours ça la sortie qu'on peut prendre. Qui a développé un goût, puis que là, ben c'est plus facile. Puis là, c'est ça qu'il faut tout le temps penser. Mais en même temps, ben c'est ça. C'est le côté que j'aime pas à quelque part, parce que là, c'est ça. Il est rendu plus le centre d'attraction du film. Puis, c'est le complexe Han Solo, dans le fond, que je dis souvent. C'est Han Solo... Dans Star Wars, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi Star Wars ou la guerre des étoiles, c'est un personnage secondaire dans le film de 77, puis les suites, là, puis en tout cas, qui est joué par Harrison Ford, qui va très bien dans le mix comme second personnage. Aussitôt qu'on le met comme personnage central, à mes yeux, ça marche plus ou moins. C'est pas quelqu'un qui a été construit pour être la tête d'affiche. Indiana Jones a été construit pour être la tête d'affiche, pas Han Solo. Puis c'est ça l'affaire, un petit peu le complexe qu'on a un petit peu avec Hannibal, c'est que c'est un personnage qui a été fait pour être secondaire, puis qui marche très bien quand on ne le voit pas trop. Puis là, ben, qu'on essaie de le mettre à l'avant-plan.
ben c'est là où là, il y a des affaires qu'on se dit, bon, OK, c'est possible que tout ce que je vois dans le personnage, c'est je suis faussé quelque part, mais je sais pas, ça marche pas. Pour moi, là, je trouve que ça marche pas. Mais c'est, en tout cas, fait que dans le fond, il est introduit aussi avec le personnage, là, comme j'ai dit, là, par Giancarlo Giannani, que le détective Paddy, que lui, dans le fond, il est sur une autre enquête, en train de juste savoir exactement là, qu'est-ce qui s'est passé avec son précédent. Puis, qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, il est en train là, de tomber sur la piste là, du docteur Lecter. Parce que, dans le fond, Lecter a envoyé une lettre à Clarisse, puis, dans le fond, il a utilisé un genre de parfum de baleine, que, dans le fond, ce parfum de baleine-là se retrouve à Florence, où ce qu'ils sont. Il y a très peu de place. Dans le fond, cette baleine-là est en voie de disparition, est très protégée, à part certaines places qui peuvent la vendre, en quelque part que les autres ne respectent pas ça. Et que finalement, ben, ça donne la place que dans le fond, ils vérifient toutes les boutiques où ce qu'ils vendent ce parfum-là particulier. Et que finalement, ben, le personnage là, de Patty, lui, va tomber sur le personnage de Lecter, puis que dans le fond, qu'il connaît sous le nom de Dr. Fell. Fait que lui, en recherchant ça, ben, va découvrir, ils vont être sur la page là, du FBI, puis ils vont voir qu'il y a une récompense pour sa capture, mais en même temps, ben, que le personnage là, de Mason Burger, lui, il offre une récompense de 3 millions pour avoir pour la capture de Hannibal. Fait qu'il va appeler le numéro, puis en tout cas, il va essayer là, d'avoir cette récompense-là. Il donne quand même un bon cash, dans le fond, s'il n'est pas impliqué. Puis en bout de ligne, ben, il va être un petit peu plus trop confiant. Dans le fond, il va penser qu'il peut avoir le dessus de la chose. Mason, bien content de ça. Ils ont une piste. Il va commencer à... J'ai pas tout à fait compris si dans le livre, parce que plutôt dans le livre, j'avais comme compris un peu l'histoire. Dans le film, je suis pas à 100%, je pense qu'ils vont pas toutes. Là, je pense que je suis en train des fois de remplir là, des blocs. Là, je suis en train de les remplir avec mon savoir du livre. Ils vont faire appel à un cinématographe que lui, il a filmé là, des snuff films qu'on appelle là, vraiment là, des meurtres là, qui filment dans le fond des films de même, des films très sombres, puis en bout de ligne, ben, c'est ça qu'il voulait faire avec Hannibal. Pour ça que Mason va engager là, le personnage de Carlos. Je pense que c'est le même nom qu'on lui donne là, dans le livre. Puis, tu sais, dans le fond, on a des choses superflues qu'on n'a pas besoin de garder dans le livre. Là. Ça se peut qu'on l'avait là, dans le script, qu'on l'a coupé. Mais c'est ça, à quelque part, là, suite à ça, j'ai perdu mon idée. Mais il va... Mais c'est ça, en tout cas. Fait que il va partir à la poursuite, là, essayer de finalement coincer l'acteur. Il va donner le premier cash, mais c'est ça, pour être sûr qu'il ait tout son cash, pour qu'il y ait chaque scène là, du 3 millions, ben, il va rester impliqué. Mais en même temps, ben, c'est ça, il a besoin d'avoir une empreinte de lecteur, puis il va acheter un bracelet pour avoir son empreinte, puis pour pouvoir prouver qu'il l'a eu, ben, il va engager là, un pickpocket que finalement, ben, Hannibal va se rendre compte qu'il est suivi, puis que finalement, ben, il va tuer là, le pickpocket en question, mais au moins, Patty va avoir l'empreinte, puis c'est ça, dans le fond, pour montrer que qu'il n'invente pas l'information. Puis éventuellement, ben, c'est ça, il va... le lecteur va l'attirer, là, ben, il va faire une présentation, tout ça, puis dans le fond, quand ça va être le temps d'essayer de l'attraper, le lecteur, ben, le lecteur il est moins nono que ça.
il sait bien qu'il est là pour essayer de l'attraper, puis finalement, ben, il va avoir tout fait une mise en scène. Dans le fond, l'histoire de Patsy, c'est basé sur une vraie histoire, où ce que, quelque chose là, comme dans les 1500 ou quelque chose de même, la famille des Patsy de l'époque, il y avait une famille là, de Medici, quelque chose de même, que finalement, ben, il y a eu une genre les Medici, eux autres, il y avait, ben, ils ont comme trahi, les Patsy avaient trahi les Medici, puis dans le fond, on avait pendu là, les Patsy. Pareil, comme dans le fond, que c'est démontré dans le film. Là. En tout cas, c'est un peu romancé là, pour le film, on s'entend. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est basé vraiment sur une histoire en Italie. Puis c'est ça dans le fond, fait que c'est ce qu'on va faire dans le fond avec le personnage de Patty. C'est pas basé sur un vrai personnage, là, le détective, mais on a comme mis ça là, par la suite. Là, c'est des personnages créés, il faut s'entendre. Puis la semaine passée, ben, c'est ça, je parlais là, dans le fond qu'il y a un moment qui m'a dégoûté complètement là, du film, ben, c'est cette fameuse scène-là où ce que dans le fond, finalement, Hannibal ben, va éventrer l'inspecteur Patty, puis que ses intestins vont se ramasser dans la rue là, plusieurs pieds en dessous de lui. C'est rare, puis ça m'a l'air même en fait aussi. J'étais en train je pense, boire un café, quelque chose de même, en train d'écouter le film. Puis le café m'a drôlement tourné là, dans le ventre là, pour quelques secondes. Je me suis remis, mais je veux dire, cette scène-là, elle me touche tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu bien des écœuranteries dans ma vie. À commencer par ma face, mais. Si je peux dire ça. Mais non, sérieusement, j'ai... je veux dire, dans plein de films, là, j'ai vu des choses, mais cette affaire-là m'a toujours dégoûté là, dans un niveau, là, même plusieurs années plus tard, je pensais pas du tout que ça allait me toucher. Mais c'est ça. Honnêtement, je suis quand même assez je suis touché par cette scène-là. C'est complètement dégueulasse. Puis à l'époque, ben, je pense que j'avais vraiment eu un mot de cœur là, pour. Ben, je ne suis pas allé à la salle de bain, il faut s'entendre, là, mais. Mais à la suite de ça, Hannibal qui est en face des projecteurs, puis que je veux dire. Qui envoie la main, tout ça. C'était dans le livre en plus. Je trouve ça hors du personnage. Je comprends que c'est un psychopathe, mais à quelque part, tu te caches pendant 10 ans, puis tout d'un coup, tu es sous les projecteurs, puis je veux dire, t'envoies la main à tout le monde, tu montres que tu es là. Je sais pas. C'est pas quelque chose que je trouve qu'il va avec le personnage. Je pense qu'il veut pas se ramasser devant les barreaux, derrière les barreaux. Il se cache depuis plusieurs années. Je comprends qu'il a laissé une lettre à Clarisse un peu plus tôt en disant qu'il était prêt à peut-être ressortir, dans le fond, qu'il est un petit peu tanné là, de sa retraite, puis il est prêt à faire des choses, mais honnêtement, je pense qu'il veut pas se refaire pogner. Il faut lire entre les lignes un peu, mais là, c'est un film, puis là, qu'il est prêt à jouer avec ça. Oui, on peut toujours mettre ça en arrière de l'idée que c'est un psychopathe, mais le côté, il est toujours dans l'ombre à quelque part, il se cache tout le temps, puis là, tout d'un coup, il est prêt à quand même montrer son visage, peut-être c'est pour narguer ou pas. Au lieu, je pense qu'il est capable de calculer qu'il est mieux de sortir le plus rapidement de cet endroit-là. Puis même Ridley Scott en parle dans le commentaire où une fois qu'ils ont tué Patty, que les gens en bas se rendent pas compte nécessairement instantané que c'est un meurtre. Ils pensent peut-être que c'est une blague, puis ils ont quand même quelques secondes pour réagir puis se dépêcher de sortir de la bâtisse. Le temps que les gens se rendent compte que c'est vraiment un meurtre qui ont été témoins. Fait que, tu sais, c'est toutes des secondes qui sont précieuses. Puis s'il sait, ben pourquoi il est en train de l'envoyer la main? Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi. Je comprends pour la bande-annonce du film. Je veux dire, c'est ça que tu veux voir. Mais dans le film, tu coupes ça. Je vais mettre ça assez simple de même.
Puis en sortant de là, ben c'est ça, il y a le frère là, de Carlos qui est là puis qui se fait tuer. Je veux dire, c'est juste pour rajouter un peu. Hannibal est vu comme un slasher dans le fond, puis c'est ça, dans le fond, là, il a tué Patty, après ça, il en tue un autre en l'égorgeant, puis il avait tué le pickpocket dans la ruelle, puis c'est ça, je veux dire, c'est juste pour montrer un peu le body count, comme on dit, là, les morts, dans le fond. Mais c'est pas. Je trouve que ça fait cheap un peu parce que dans le fond, c'est pas le genre de meurtre qu'on avait vu dans le silence des agneaux. Là. C'était pas ce genre de catégorie de films d'horreur, si on veut mettre ça de même, ou de films tout carrément. T'sais. Fait que ça va venir un petit peu plus tard dans le film. Alors, Clarisse, elle, finalement, ben, ce qu'on avait défait au début du film, ben, on l'a refait. Dans le fond, on a essayé de la faire suspendre, ben, on va s'arranger pour qu'elle soit suspendue parce que Mason Burger va avoir fabriqué des lettres, puis dans le fond, on va avoir placé ça dans la maison ou en tout cas des endroits où ça va culpabiliser Clarisse, puis que dans le fond, tant que l'enquête va se dérouler sur Hannibal Lecter, ben que dans le fond, elle va être retirée, puis que puisqu'elle a caché là, elle a caché des choses, ben que dans le fond, on va la suspendre. En tout cas, c'est comme un peu pourquoi qu'on l'a amené dans l'histoire, pourquoi qu'on la sort. C'est juste, dans le fond, pour Mason Burger, pour qu'il puisse avoir plus. Ça fait un peu enclencher l'histoire, mais sans vraiment enclencher l'histoire. C'est comme, c'est comme on fait quelque chose pour la défaire. C'est un petit peu bizarre. Mais c'est ça, à quelque part, là, il y a des scènes supprimées où ce qu'on voit quand même Hannibal prendre l'avion. Dans le livre, il y a eu une chirurgie plastique pour y changer le nez. On n'a pas. Monsieur Hopkins, ça ne tentait pas là, d'avoir une chirurgie faciale pour le film. Puis, naturellement, c'est compréhensible. Là, fait que si on voulait pas avoir quelque chose, je pense, pour déranger l'acteur, quelque part, là, on a décidé là, de ne pas faire un genre de maquillage, quelque chose de même. Là. C'est bien correct. Mais juste, ça pose la question pour comment il réussit à vraiment facilement là, sortir là, du pays, se rendre aux États-Unis sans que personne ne se rende compte. Ils ont quand même sur la page là, du FBI, c'est les personnes les plus recherchées. Je dois remarquer par contre, je vais faire la remarque, si on revient que ce film-là a été filmé bien avant les attentats du 11 septembre, mais en bout de ligne, M. Ben Laden est sur. On le voit à l'écran, dans le fond, on voit Ben Laden. C'est quand même assez. Dans le fond, ça nous remet quand même dans le temps. Puis c'est avant les attentats du 11 septembre. Fait que, dans le fond, il était vraiment sur la première page, là, la page là, du FBI, là, des 10 personnes les plus recherchées, bien avant les attentats. Puis ça, je l'avais remarqué à l'époque. C'est quelque chose qui m'avait frappé. Puis que ça sortait pas de nulle part, là, dans le fond. Mais en tout cas, fait que dans pour X raison, Monsieur Incognito, James Bond, espion capable de s'infiltrer partout, Hannibal, ben c'est ça, il réussit à partir là, de l'Italie puis revenir aux États-Unis sans problème. Au moins mettez-y, je sais pas, une perruque, je veux dire, une barbe, quelque chose de même. Pas obligé de demander à M. Hopkins de pousser sa barbe, mais au moins d'avoir quelque chose qui est différent, je veux dire, qui peut cacher, pas juste, je pense qu'il s'est coupé les cheveux. Les cheveux plus courts, je veux dire, faites juste au moins quelque chose pour une scène, pour faciliter, dans le fond, le transport, juste pour
que ça ait du sens. Mais bon, fait que lui, il va rentrer là, dans la maison chez Crandler. Il va juste montrer parce qu'il est capable de rentrer. Le chien à Crandler, il va juste grogner après, mais tu sais, sauf que, tu sais, puis il va arriver, puis il va juste se tenir, il va avoir peur, le chien va avoir peur. Je sais pas si ça a du sens, si le chien, je comprends qu'il peut sentir que l'homme est dangereux, mais justement, je pense que le chien, il serait plus agressif. Puis c'est un peu pareil chez Clarisse, il rentre sans problème. Les deux, ils n'ont pas de système d'alarme. Je veux dire, je comprends pas à quelque part. Tu sais, je veux dire, ils travaillent de un avec des gens. Ben, tu sais, c'est quand même des gens qui peuvent avoir justement du monde, des récidives ou des. Tu sais, je veux dire, puis que, je veux dire, on peut rentrer dans les maisons sans problème. Je pense que dans le livre, on fait la mention qui vérifie s'il n'y a pas un système d'alarme, mais je veux dire, dans le film, je veux dire, il rentre puis il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut rentrer puis il n'y a pas d'alarme qui sonne, ce qui est quand même curieux, comme je dis. Mais c'est ça, fait que. Puis en même temps, ben, c'est ça, on a mentionné que Crandler avait une famille, mais qu'en bout de ligne, ben, il rentre chez lui, puis la famille n'est pas là. Peut-être qu'il veut divorcer depuis ce temps-là aussi, là, c'est une possibilité. Fait que. Il va tomber à la il va partir à la poursuite là, de Clarisse. Il va la poursuivre. Ben, il va la poursuivre et il va rentrer chez elle. Puis, dans le fond, il va montrer qu'il peut être là. Puis, il va lui dire que, dans le fond, son téléphone est sur le point de mourir. Fait que, juste pour montrer qu'il est allé sur place. Puis, c'est pas juste ça aussi. Dans le fond, elle avait une revue qui est en train de lire. Puis, dans le fond, il a replacé sa face sur une photo. Puis je pense que c'est un peu le lien avec la robe qu'il achète plus tard, puis des souliers Gucci qu'elle va trouver aussi là, dans une cabine téléphonique. Je pense que c'est un lien avec ça. Peut-être que je suis dans le champ, là, surtout pour les souliers. Je suis pas certain que c'était pour elle ou pas. Mais c'est ça en bout de ligne, finalement, elle va partir en voiture, puis il va y avoir une discussion téléphonique. Là, dans le fond, pendant qu'on pense que c'est Hannibal qui la suit, ben c'est Carlos qu'on a vu un peu plus tôt, puis un autre de ses frères, que dans le fond, eux autres sont à la recherche de Hannibal, et que finalement, ben, va se ramasser dans un centre commercial. Puis, ça démontre que Hannibal. Il y a une attirance envers Clarisse. Puis, tu sais, à quelque part, là, il arrive pour la toucher là, quand il est sur un carrousel. Mais, tu sais, elle la garde le carrousel, puis elle se retourne de bord, puis comme par pur hasard, c'est là qu'il passe. C'est comme un peu juste du. Puis je pense, il me semble que c'était là en plus dans le livre, là. Mais c'est comme du hasard. Je veux dire, c'est maintenant, ça va retourner. C'est. À quelque part, es-tu bonne investigatrice pour le FBI? Je veux dire, elle n'est pas capable de le spotter alentour de elle, puis il est juste là tout le temps. Peut-être qu'il est mieux. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Là. Il faut penser là, que lui est encore meilleur qu'elle. Mais en tout cas, c'est juste dans le fond là, pour qu'éventuellement Hannibal se fasse capturer par Carlos, ils vont le tirer au taser, puis que Clarisse, ben, elle aussi, elle va voir qu'il s'est fait kidnapper, puis que dans le fond, elle va savoir qu'est-ce qui se passe avec, et qu'elle va partir en solo pour essayer là, elle va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, fait qu'elle va retourner là, chez Mason Burger. Pendant que ce temps-là, ben c'est ça, Hannibal est apporté devant Mason. Ce qu'il veut faire, dans le fond, c'est comme je t'ai dit tantôt, où ce qu'il a engagé là, Carlos et sa famille, qu'il veut faire un snuff film, dans le fond, puis que en bout de ligne, ben, ils veulent le tuer sur les caméras, puis garder ça. C'est pas vraiment démontré là, dans le film, mais c'est ça en bout de ligne qu'ils veulent faire. Ils veulent juste le tuer lentement avec des cochons sauvages. Ça a l'air que, dans le fond, c'est des cochons du Canada. Ça a l'air que, je sais pas, on a des cochons spéciaux ici, là, puis qui sont très bien dressés.
Puis que c'est ça, puis même selon Ridley Scott, les cochons, c'est beaucoup plus facile à diriger que des tigres. Monsieur qui venait juste d'arriver là, du plateau là, de Gladiateur, fait longtemps que j'ai vu Gladiateur. Je me rappelle pas, ben, il doit y avoir des tigres là-dedans, là, c'est une arène. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, ben, j'ai parlé tantôt là, de la sœur là, de Mason Verger, puis que dans le fond, là, c'est le personnage de Cordell qui prend pas mal toutes les règnes là, sur ce personnage-là. Je comprends qu'on n'avait pas besoin d'avoir deux personnages, puis on a condensé ça. Je pense qu'on a fait un bon choix. C'était un peu plus tordu dans le livre, puis je comprends peut-être pourquoi aussi Jonathan Demme, puis peut-être Jodie Foster ont lu le livre, puis dans le fond, ils disent qu'ils se sont sentis dégoûtés, tout ça, mais honnêtement, à part le gore qu'on voit plus, on voit plus de sang dans le film aujourd'hui, les idées tordues sont pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça dans le film. Puis les idées tordues ont été laissées sur la page, sont pas vraiment apportées là, dans le film. Puis, tu sais, dans le fond, on a un genre d'histoire incestueuse avec le personnage, là, la sœur de Mason Verger. Puis qu'elle, dans le fond, est aux femmes, puis que quelque part, ben, tu sais, elle voudrait avoir un enfant, puis en bout de ligne, ben, tu sais, elle voudrait utiliser un don de son frère, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, il y a toujours eu des petites histoires quand il était jeune, quelque part entre les deux, où elle l'amusait, tu sais. Puis que, tu sais, elle dit, regarde, si elle peut refaire une affaire pour pouvoir que ça reste dans la famille, puis tout ça. Puis que, tu sais, c'était très tordu, quelque part. Puis, en bout de ligne, ben, elle va avoir qu'est-ce qu'elle veut à la toute fin, puis c'est elle qui, dans le fond, qui va s'arranger pour que Mason Verger meure à la fin. Hannibal, il va avoir une discussion avec elle, puis qui va arriver, puis il va lui dire ben, tu as juste à faire croire que c'est moi, mais laisse-moi aller. Là. Il va avoir une discussion bien avant là, qu'est-ce qui se passe là, dans la grange. Là, ça va être bien avant ça. Mais ça va être simplifié par Hannibal qui se retourne de bord puis qui dit à Cordell ben, tu as juste à pousser Mason en face des cochons, puis les cochons vont le manger, puis tu auras juste à dire c'est moi. C'est simplifié de même dans le film, mais c'est ça, à quelque part. Le personnage de Cordell, je suis pas sûr que lui peut arriver, puis lui, il veut pas s'impliquer, mais il est prêt à tuer Mason Verger, de même. Tu sais, c'est comme ça vient un petit peu de nulle part. On voit qu'il est un petit peu maltraité, très, très loin de comment que Mason Verger a traité sa sœur au courant des années. Je veux dire, c'est complètement horrible. Mais c'est ça, à quelque part, pourquoi que le personnage de Cordell, oui, il a l'opportunité, probablement qu'il va ramasser là, un héritage peut-être là, de Mason Verger, mais c'est l'autre côté peut-être corrompu, mais tu sais, je le ressens pas à quelque part que tout d'un coup, là, je veux dire, c'est juste trop direct. En bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, on a Clarice qui retrouve la piste, là, elle retrouve Hannibal. Je pense qu'elle va tuer Carlos vraiment sur le champ. Il n'y a vraiment pas de mort cérémonieuse que lui, ça fait juste descendre. Puis éventuellement, ben, le frère qui reste, lui, va se faire manger par les cochons. Encore là, par l'idée, dans le fond, on a Clarisse, elle va se faire tirer dessus, puis elle va être inconsciente, puis elle va avoir libéré Hannibal avant. Il y a un peu une confiance qui est faite, puis dans le fond, lui, il va comme la sauver, il va la prendre dans ses bras, les cochons vont passer, puis à cause, dans le fond, qu'on avait placé l'idée avec le chien un peu plus tôt, que le chien, dans le fond, là, il avait peur d'Hannibal, il avait peur de se faire manger. C'est comme un chien, là, il tombe en face là, d'un tigre. Je parlais d'un tigre tantôt. Ça veut dire que puisqu'il est
qui sait qu'il va se faire, il pourrait plus se faire ramasser par un tigre, ben il va rien dire. En tout cas, la plupart des chiens que moi j'ai vus, normalement, là, ils vont grogner après n'importe quoi. Ça, des fois, c'est plus petit le chien, plus gros qu'il grogne. Là. Ça, c'est une autre affaire. Mais je trouve que c'est un petit peu une idée simpliste, je veux dire, qui marche pas tout à fait. Je veux dire, l'animal, il sent de la bouffe, il sent, là, puis si, mettons, il est habitué, là, c'est un cochon sauvage, pourquoi qu'il attaque pas Hannibal? Ben, je trouve que c'est pas une réponse satisfaisante de dire, bon, ben, que Hannibal est un personnage dangereux, puis ils vont passer à côté de lui. Je trouve pas, ça marche pas tout à fait. Mais bon, fait que éventuellement, ben, c'est ça, ils vont manger le restant de toute la bande à Mason, puis finalement, ben, aussi, ils vont manger Mason. Puis ça va pas mal finir là pour toute cette histoire-là. C'est dégueulasse, mais c'est à quelque part, ça vient plus un peu dans la veine du premier film. Puis c'est ça, je trouve que oui, c'est dégueulasse, mais c'est troublant aussi. C'est toutes des affaires de même là, qui fait qu'il rapporte un peu au premier film et livre. Mais c'est ça. Fait que Hannibal amène le personnage là, de Clarice, il l'amène, je pense que c'est la maison chez Crandler, parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, il n'y a personne d'autre qui habite là à part Crandler. Et finalement, ben aussi, Crandler se ramasse là, puis finalement, ben, il va le kidnapper, kidnapper chez lui, là. Je sais pas s'il n'y a pas un autre terme, là, dans le fond. Puis elle va se réveiller, puis c'est ça, elle va tout être changée dans le fond, puis il va y avoir opéré dans le fond sa blessure. Il va l'avoir droguée dans le fond là, parce qu'elle n'a pas tout, tu vois qu'elle est étourdie. Elle va essayer quand même là, de se défendre, dans le fond, d'essayer d'arrêter Hannibal dans le peu qu'elle peut. Puis c'est peut-être ça, dans le fond, c'est un peu le côté d'essayer d'attraper quelque chose qui est inattrapable ou quelque chose de même. Là, je pense que c'était un peu ça la version film, en tout cas, de cette histoire-là, que puisque c'est inatteignable, ben ça l'attire. Parce qu'elle va essayer tout à quelque part. Éventuellement, elle va même le monoter à elle, peut-être risquant de se faire tuer. Puis même éventuellement, peut-être se faire couper la main pour que Hannibal puisse se sauver. Elle va risquer ça. Puis éventuellement, ben c'est ça. Hannibal, ben il tient trop à elle pour y faire du mal. Puis finalement, ben, il va se couper la main. Là, je suis en train de survoler probablement la grosse scène du film. Si vous n'avez pas eu assez de le personnage de Mason Verger se faire manger par des cochons sauvages, ben on a Crandler qu'il va se faire opérer dans le fond, qui va se faire carrément couper le haut du crâne pour pour se auto-déguster peut-être. Rarement, je veux dire, je pense que c'est une idée qui part en rond dans le fond, que dans le fond, j'ai pas vu souvent quelqu'un se faire ouvrir le crâne pour voir le cerveau à l'intérieur, mais le personnage qui faisait, que je parlais tantôt, là, dans le fond, là, l'acteur Tom Noonan qui faisait Francis Dollarhide là, dans Manhunter, va éventuellement faire le personnage de Kane dans Robocop 2, qu'on voit vraiment quelque chose de même, se faire ouvrir la tête de même pour se faire récupérer le cerveau. Idée qui revient dans le fond. C'est sûr que c'est pas exactement comme dans le film aujourd'hui, où ce que dans le fond il va. Ça devient ridicule un petit peu, puis c'est carrément dans le livre, c'est pareil pour ce qui se passe à Crandler, mais là, je veux dire, je révèle quelque chose dans le livre, c'est que Clarisse, elle, puisque tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire, ben, évidemment, elle fait comme un peu succomber à la mentalité de Hannibal. Puis en bout de ligne, ben, elle embarque là, dans le fond, dans l'histoire. Puis
elle embarque avec Hannibal dans toute dans son aventure à lui. Puis, je veux dire, dans le fond, ils sont là. Je n'ai pas tout à fait noté si, mettons, elle va vraiment là, dévorer Crandler. Mais en bout de ligne, ben, tu sais, elle est plus en train là, de dire que c'est. Je veux dire, d'approuver, dans le fond, là, de tout le martyr qui arrive. Puis c'est ça. C'est ça qui fait que, ben, tu sais, éventuellement, ben, la scène termine, puis qu'ils font l'amour. Ça finit de même. C'est vraiment quelque chose de totalement différent de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis je dois dire, honnêtement, je pense que j'aime mieux qu'est-ce qui se passe dans le livre. Je trouve que ça marcherait mieux, surtout même avec le film. Je trouve que peut-être le cheminement qu'on a fait, je veux dire, à quelque part, est toujours après 10 ans en train de monter la même montagne. Puis, dans le fond, on est toujours en train là, d'essayer, là, je veux dire, il glisser une peau de banane sous les pieds. On est toujours en train d'essayer d'y casser les deux jambes, figurativement, je veux dire, là. Mais c'est ça, à quelque part. Là, le fait qu'elle a cédé, ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait être, comme on dit, deal breaker pour Jodie Foster, pour dire, ben, elle est plus forte que ça, parce que dans le premier film, ben, elle était capable de tenir tête, puis éventuellement, ben, elle tenait, je veux dire, elle n'a pas succombé. Puis c'était ça qui faisait que c'était une femme forte. Ça, je le comprends aussi, mais par la force des choses, à quelque part, elle a été reculée dans un mur. Ça va être, même si on va la pardonner ou n'importe quoi, si elle retourne au FBI, dans le fond, là, même avec Ridley Scott, qu'est-ce qu'il dit? Je ne penserais pas qu'elle va retourner au FBI. Je veux dire, je pense que c'est pas mal terminé parce que ça va toujours être une montagne à graver. Fait que, tu sais, mais je trouve ça plus intéressant quasiment l'autre côté qu'elle part avec elle, qu'elle part avec lui, que qu'est-ce qu'on a comme fin, qu'en bout de ligne, ben, il va se sauver, il va se couper la main, puis dans le fond, il va repartir dans un avion pour une nouvelle aventure. Puis c'est ça, dans le fond, on n'aura pas de suite à ça. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, dans le fond, il y avait-tu vraiment quelque chose, mais en bout de ligne, elle a son côté moral, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, c'est, tu sais, je veux dire, c'est clair dans le livre, à quelque part, qu'en bout de ligne, elle a succombé à ça. Mais, je veux dire, à quelque part, les personnages, ben, tu sais, j'aime ça aussi qu'il y ait un peu une évolution de personnage, puis que, je veux dire, qu'elle succombe pour le côté obscur. Ben, je trouve ça intéressant, à quelque part. Puis, tu sais, dans le fond, le livre finit là, quelques années plus tard. Je pense qu'il croise Barney à quelque part. Puis, c'est ça, je veux dire, dans le fond, on voit que ben, toute l'histoire là, que j'ai dit, là, dans le fond, que je pense que c'est. Je sais pas si c'est Mason ou c'est. En tout cas, il y a Barney à quelque part qui est mêlé à tout ça. Puis que dans le fond, là, il fait comme agir comme parrain, si on veut, avec la sœur de Mason, tout ça, qui est comme qui est là un peu pour être là, tout simplement. Tu sais que ça finit bien là, un peu pour ces personnages-là, mais ça finit tordu. Puis c'est ça, à quelque part, je pense que ça aurait été plus fun un peu. Ça aurait fait une meilleure fin, mettons. Là, on a laissé la porte ouverte, puis c'est probablement dans le contrat aussi de Ridley Scott, de laisser une porte ouverte pour que si, mettons, on veut faire une suite directe, puis, tu sais, comme quasiment si on n'a pas vu Hannibal, ça change pas. Tu sais, c'est ça, à quelque part. C'est comme on en revient au statu quo du début du film. À part que Hannibal a perdu une main, puis c'est tout. Il n'y a pas de changement dans tout ça, puis c'est ça que je trouve un petit peu plate là, à la fin de cette fin-là dans le film. Puis là, j'ai écouté, il y a une fin alternative qu'en bout de ligne, en gros, Hannibal ne se coupe pas la main, que je pense qu'il laisse la clé, puis non, je pense qu'il ne l'attache même pas, il fait juste se sauver tout simplement. Puis elle sort au lieu d'être ben, tu sais qu'elle voit qu'il y a le bateau tout ça, ben, tu sais, c'est pareil, elle a un fusil à la main puis c'est tout, c'est la seule affaire qui change, il n'y a pas vraiment de différence. Puis c'est ça, tu sais, quelque part
Puis on discute jamais de la fin du livre. Ridley Scott, il en parle jamais dans le commentaire principal, puis même dans le commentaire pour la fin alternative. Fait que c'est ça. Il y a une troisième fin aussi qui n'a pas été filmée, qui a été considérée, mais je ne m'en rappelle plus, mais ça n'a aucun rapport avec ça. C'est une autre variante, tout simplement, si je me rappelle bien. Là. Fait que c'est ça, à quelque part, c'est très. Ça finit de même. À quelque part, on a Hannibal qui est dans un avion, puis qu'il y a un petit gars qui vient l'aborder, puis que le coquin, ben, tu sais, il fait manger un bout de cerveau là, de Crandler, puis le film finit de même. Alors, en conclusion, c'est. Au départ, la première fois que j'ai vu le film, je pense que je l'avais vraiment aimé. Puis ça a été longtemps le film là, que j'ai préféré le plus là, de toute la franchise Hannibal. Je pense que j'avais même pas vu encore Manhunter, dans le fond. Puis c'est ça, à quelque part, ça a été. Je préférais sur Le Silence des Agneaux. Je dirais que en tant que fan de films d'horreur, je dirais que je pense d'un côté, je trouve que c'est quand même un film qui est le fun à voir. Je trouve qu'il passe bien pareil, malgré certains petits accrochages qu'il y a. Mais tu sais, il y a des accrochages dans tous les films aussi. Il n'y a pas de film de parfait en tant que tel. Puis c'est ça. Puis tu sais, comme quand j'ai découvert Le Silence des Agneaux, c'est un film qui est très solide. Je comprends que le film de Seigneur, Le Silence des Agneaux, il est plus, ben, il est peut-être mieux fait comme film. Il y a plus de nuances. Il est moins un petit peu, il y a plus de, on a Ridley Scott pareil, mais honnêtement, je trouve qu'il manque un peu de saveur au film. On a fait juste faire comme c'est un. S'il y a un film d'horreur dans la franchise qu'on a eu, là, dans tous les 4 films que j'ai couverts, c'est celui-là aujourd'hui. C'est le plus film d'horreur qu'il y a. Mais c'est ça, à quelque part, je vais dire honnêtement, je pense que je l'aime autant que Le Silence des Agneaux. Malgré que je pense que il aurait pu avoir quelque chose de mieux à la fin. Je pense que la fin controversée du livre, je ne sais pas si mettons c'est bien regardé ou pas, là, je ne me suis pas informé là-dessus. Peut-être que je vais le faire tout de suite en finissant le podcast pour m'informer, mais parce que justement je ne veux pas que ça m'influence dans le fond dans tout ça. Mais je pense que j'aime mieux cette fin-là. Puis je pense que ce film-là, malgré s'il y aurait eu une fin de même tordue, je pense que le film serait mieux regardé. Puis là, le film tombe un peu trop drabe comme fin. C'est ça, le dernier 5 minutes, je trouve que il aurait pu avoir quelque chose de plus drastique, puis plus, tu sais, vraiment du 180, puis que ça vire de bord. Puis là, ben on a juste comme misé sur la fin, puis je me rappelle à l'époque, pareil, c'était quelque chose quand même, puis comme que je parlais de mon ancien patron, où ce que, je veux dire, il avait trouvé ça un petit peu dérangeant, que Ray Liotta se mange le cerveau, puis je veux dire, il dit, ben tu sais, peut-être qu'on devrait se saler un peu, tu sais, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, là, mais c'est toutes ces répliques, tout ça, tu sais, c'est une scène qui est troublant, puis, tu sais, puis qui est avec sa paille, puis que dans le fond, là, c'est du jus de cerveau, tout ça, puis que, tu sais, je veux dire, il réagit à ça, puis, tu sais, c'est une scène qui est rigolo, un petit peu à regarder, mais très tordue. Mais, c'est ça. À quelque part, on a comme misé, je pense, là-dessus. C'est ça que le monde parlait pas mal après avoir vu le film, mais je pense qu'il aurait pu parler encore plein d'affaires si, mettons, on s'aurait collé au livre. Bon, la sœur, je ne suis pas sûr avec tout ça, là, quelque part, tout le côté incestueux, dégueulasse, tout ça, je pense qu'on se soit laissé dans le livre, c'est bien correct. Qui ont juste, peut-être, il y aurait peut-être pu élaborer un peu le personnage de Cordell au pire, ça aurait été quelque chose qui aurait pu être amélioré. C'est sûr que, ben c'est sûr, comme la fin, je pense que ça aurait été une bonne suite, puis où c'est qu'on va à partir de là? C'est ça que j'aurais trouvé ça un peu intéressant. Puis,
on aurait pu avoir une suite à ce film-là. Là, pourquoi qu'on aurait une suite à un film qui est juste retourné en rond, qui est revenu au statu quo au début du film? Je veux dire, je sens pas qu'on peut avoir une suite pour le livre, pour le film. Mais bon, fait que éventuellement, ben c'est ça, tu sais, on n'aura pas de suite à tout ça. Question que je peux me poser pareil par la suite. Là, tu sais, on va parler là, au prochain podcast, on va parler d'un prequel qui a été écrit par la suite. On a quand même Thomas Harris pendant le livre, là, il parle souvent dans le fond de la motivation de Hannibal. Il parle de sa sœur. Qu'avec les nazis, qu'il s'est passé une histoire qui va être élaborée, je sais, là, dans le prochain livre, prochain film. Puis, malheureusement, je suis le punch, là, mais peut-être que c'est pas exactement pareil dans le livre là, aussi. Mais c'est ça, quelque part, je veux dire, j'étais quand même assez étonné que pendant le livre, ben, on parle de sa sœur, puis, dans le fond, ça vient pas là, de nulle part, si on veut. Mais pourquoi que, par la suite, ben, surtout dans ce temps-ci, on fait des legacy stories, des histoires, 35 ans plus tard, les Halloween, les Exorcistes, pourquoi que qui aurait pu être intéressant un peu d'avoir Jodie Foster qui revienne et Anthony Hopkins pour un film de Hannibal, les derniers jours d'Hannibal ou quelque chose de même. Peut-être que ça aurait été intéressant, peut-être aussi plus tard aussi. Puis peut-être même qu'on pourrait faire une histoire, pas nécessairement qui s'est déroulée à partir du livre, là, mais que les deux, éventuellement, ils se rencontrent, quelque chose de même, qu'ils finissent ensemble, quelque chose de même que, en bout de ligne, que, je trouve qu'il y a de la place pour ça, surtout avec ce qu'on a développé. Avec les personnages, Anthony Hopkins, c'est sûr qu'il s'en vient là, dans les 85, quelque chose de même, mais il est toujours acteur. Fait que, tu sais, c'est pas un rôle qui est demandant physiquement. Fait que, tu sais, avoir une fin, je trouve que ça serait intéressant d'avoir un legacy story. C'est rare que je dis ça, mais je pense qu'il y a de la place pour faire un dernier film, ramener soit Julianne Moore ou Jodie Foster, ça m'est égal. Mais tu sais, je trouve qu'il y a de la place. Même Thomas Harris est encore vivant. Peut-être qu'il a essayé de faire quelque chose là-dessus. C'est sûr que dans le fond, la réception là, d'Hannibal Rising a été, ça a été mal reçu. On a fait une série télé, 2 séries télé même. On a fait la série Hannibal là, en 2013, je pense, et qui est une adaptation de Dragon Rouge. Je pense que je n'en ai pas parlé là, pendant Dragon Rouge, mais dans le fond, je pense que ça finit en queue de poisson. Fait que j'ai pas. Je pense que à l'époque, j'avais essayé d'écouter le premier épisode, puis pour X raisons, j'ai juste arrêté, puis je suis jamais retourné. Puis c'est ça aussi, on a la série Clarice qui se passe un petit peu après Le Silence des Agneaux, mais qu'on n'avait pas les droits de Hannibal, fait qu'on ne peut pas avoir de suite avec en bout de ligne, entre Le Silence des Agneaux et Hannibal, on n'a pas de Hannibal là-dedans, mais on n'a pas. Je veux dire, cette série-là, je veux dire, elle a sombré. Là, je veux dire, elle a même pas duré, je pense, une saison ou quelque chose de même. Là, puis ça a été terminé en 2021. Mais je vois pas ça dans l'impossibilité, quelque part. Là, je veux dire, il faut le faire éventuellement. Là, Anthony Hopkins se fait vieux. Puis, mais il y a de la place, je pense. Puis ça pourrait être intéressant pour juste une clôture finale. Parce que je trouve que c'est la fin qu'on a aujourd'hui, ça me laisse sur ma faim. C'est un jeu de mots, mais non volontaire, désolé. Mais c'est ça, je veux dire, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait aller là, éventuellement. Mais au lieu de ça, la semaine prochaine, on va parler là, d'un prequel plusieurs années avant, avec tout un recasting au complet. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui.
Savoir si vous préférez Jodie Foster ou Julianne Moore, vous êtes égal. Peut-être que vous auriez aimé plus Angelina Jolie ou n'importe quelle autre actrice que j'ai nommée, Helen Hunt. Allez-y, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Vous, comment que vous pensez du film de Hannibal? Est-ce que c'est un film qui est supérieur, moins que Silence des agneaux? N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je dois vous quitter parce que j'ai un souper d'organiser avec un vieil ami. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Get off my plane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.